Je pense qu'on peut commencer. Voilà, j'ai été dans la parole, Hélène, et merci encore à toutes et tous pour être là. Merci Laurent Moudvy pour être ici avec nous. Merci beaucoup Giacomo. Bonjour à toutes et à tous, et bonjour Laurent Mauduit. Merci Laurent Mauduit vraiment d'avoir accepté de venir partager ce moment avec nous. La Ligue de l'enseignement, fabrique de citoyens, s'engage pour une éducation à l'esprit critique, elle s'engage pour une république démocratique, laïque et sociale. Elle a, lors de son assemblée générale de 2022 à Metz, adopté une déclaration solennelle par laquelle elle s'est engagée à lutter contre la montée des idées de l'extrême droite. Nous sommes en 2025. La Ligue, depuis, s'est dotée d'un comité national dédié à cette question-là. Et ce matin, nous étions en réunion et le, le livre de Johan Chapoutot a été évoqué. Euh, Lorsque son travail d'historien nous renvoie à ceci, Hitler n'est pas arrivé au pouvoir par accident, il y est arrivé parce qu'il a été porté au pouvoir. Son ouvrage a montré aussi que si l'histoire ne se répète pas, eh bien non, on ne peut pas non plus imaginer que les mêmes causes finalement ne puissent avoir jamais les mêmes effets. Or, lorsqu'on fait l'inventaire de ces causes, on ne peut que repérer des similitudes, des parallèles, des ressemblances avec la France d'aujourd'hui. Laurent Mauduit, vous êtes journaliste, vous êtes cofondateur de Mediapart, vous êtes auteur de L'Acaste, ouvrage paru en 2018, de Prédation en 2022, et votre dernier ouvrage, Collaboration, paru très récemment, nous a beaucoup intéressés parce qu'il documente et il interroge l'évolution des relations entre les milieux d'affaires et les extrêmes droites. Cette relation est un paramètre particulièrement important sur lequel il nous faut sans doute, à nous, être attentifs pour comprendre ce qui est aujourd'hui à l'œuvre dans notre société et qui pourrait euh, être périlleux pour notre démocratie. Alors, nous sommes très impatients et avides de vous entendre, de nourrir notre réflexion de, de vos connaissances, de vos informations et de vos analyses sur la question et dans un second temps d'échanger avec vous parce que nous avons, pour agir, pour conforter notre engagement et notre mobilisation, nous avons besoin de poser les bons diagnostics pour affûter bien nos arguments et nos moyens d'action. Je vous remercie donc vivement et je vous passe immédiatement la parole. Madame la Présidente, chers amis, je veux d'abord vous dire ma gratitude parce que l'ambition que j'ai eue en écrivant ce livre, c'était de porter une alerte. Et je dois dire de manière peut-être immodeste que j'ai, depuis la publication du livre, été inondé de demandes d'associations démocratiques comme la Ligue des droits de l'homme ou d'autres, de syndicats, et donc vous aujourd'hui. Et donc, quelque part, pour moi, c'est un très grand réconfort parce qu'après un travail solitaire d'enquête, bah, je me dis que l'alerte peut-être a au moins en partie fonctionné. Alors, pourquoi est-ce que j'ai voulu porter cette alerte? C'est parce que j'avais d'abord à l'esprit un enseignement de l'histoire qui, à mon avis, qu'il ne faut jamais oublier. C'est que dans le monde, dans l'histoire, jamais l'extrême droite n'a accédé au pouvoir sans l'appui, le consentement, le financement des milieux d'affaires. Dans la montée, bon, c'est enseignement constant de l'histoire. C'est le cas en 1922 en Italie. Les milieux d'affaires passent du côté de Mussolini dès 1915-1916, bien avant 1922. C'est le cas, évidemment, vous avez rappelé tout à l'heure le livre de Johan Chapoutot, dont je parlerai tout à l'heure, de l'Allemagne, hein, en début 1933. Vous avez tous à l'esprit, en mémoire peut-être, le prix Goncourt de 2017, Éric Vuillard, l'ordre du jour, dont la première scène commence précisément par cette scène
absolument terrible du président nazi du Reichstag qui convoque tous les grands patrons autour de lui, hein, et à la fin de la réunion, il leur dit mais sortez le carnet de chèques. Hein. Et puis plus récemment, c'est le Chili qui nous l'enseigne, le Chili de Pinochet. Voilà. Donc j'avais ça à l'esprit. Et puis ce qui m'a convaincu de la nécessité de mener une enquête, ça a été deux alertes. La première alerte, c'est le comportement du patronat au moment des législatives de juillet 2024, 1er et 8 juillet, où pour la première fois depuis 2002, depuis le face-à-face Le Pen, enfin le père Jean-Marie Le Pen versus Chirac, pour la première fois, le patronat ne fait plus jouer ce que l'on appelle le barrage républicain. Hein. Vous vous souvenez, 2002, tous les grands patrons à l'époque appellent à voter Chirac contre Jean-Marie Le Pen, Michel Peyrault, le patron de BNP Paribas, Maurice Lévy, le patron à l'époque de Publicis, voilà tous les grands noms, et le CNPF, enfin le MEDEF de l'époque, présidé par Ernest-Antoine Seillière, appelle à voter Chirac en évoquant non pas seulement les questions économiques, mais aussi, dit-il, les valeurs, donc une sorte de référence aux valeurs démocratiques. C'est rappelé aussi en 2012, ou même plutôt 6 mois avant, à l'automne 2011, la successeur d'Ernest-Antoine Seillière, Laurence Parisot, présidente du MEDEF, écrit un petit livre, Un piège bleu marine, dans lequel elle défend une idée qui est très importante, qu'il faut toujours documenter aujourd'hui. Cette idée, c'est que la dédiabolisation du Rassemblement national est une imposture. Elle essaie, dans un petit livre, elle parle très peu d'économie, et c'est ça l'idée qui lui tient à cœur, donc elle appelle aussi au barrage républicain. Et puis progressivement, ça se fissure. Les patrons qui considèrent qu'ils ont des responsabilités sociales et environnementales, vous savez, c'est la fameuse RSE dont beaucoup de grands patrons se gargarisent en permanence. Donc, du coup, ils renoncent à assumer des responsabilités démocratiques. Et donc, le seul argument qui joue pendant quelques années après Laurence Parisot, c'est le programme économique du RN est inquiétant, préoccupant, dangereux, voilà, mais il n'y a plus l'argument démocratique. Et puis finalement, juillet 2024, c'est le renoncement total. Les thématiques patronales qui émergent à ce moment-là, au moment des législatives et dans les semaines qui suivent et les mois, et c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est en fait, résumons, c'est que le programme du nouveau Front populaire, le programme de la gauche, est beaucoup plus préoccupant que le programme du Rassemblement national. Hein, et j'essaierai de le documenter tout à l'heure plus avant. Le patronat rentre dans une dynamique qui, je trouve, fait beaucoup penser aux années 30, ou plutôt aux positions du patronat à partir du Front populaire. Hein, vous vous souvenez que le patronat avant 1936 est un patronat de droit divin, très pouvoir autoritaire, voilà, et le patronat vit les grèves de mai-juin 36, les grèves qui commencent avant même d'ailleurs l'accession au pouvoir du Front populaire, les fameuses grèves de la joie dont parle la philosophe Simone Weil. Le patronat vit ça comme un traumatisme, et donc le patronat n'est pas homogène. Il y a le grand patronat emmené par François de Wendel, le régent de la Banque de France, hein, donc la figure de proue des 200 familles, qui lui est prêt à approuver les accords de Matignon, à faire des concessions parce qu'il a peur du mouvement social. Puis il y a le petit patronat qui vit ça comme une trahison. Mais il y a un trait commun qui unit ces différentes fractions du patronat. C'est à ce moment-là, c'est la peur de la gauche ou la haine de la gauche. Et cette haine va progressivement pousser le patronat de plus en plus à droite, vers la droite de la droite, vers l'extrême droite, et va les amener jusqu'à Vichy. Voilà. Et j'ai le sentiment qu'on vit à partir de juillet 2024 une situation un peu similaire où le danger majeur pour le patronat, c'est la gauche. Hein. Les très grands patrons ont été 2017 pro-Fillon, après le naufrage de la calamiteux de la candidature Fillon, ils découvrent avec émerveillement Emmanuel Macron, mais
il y aura un divorce radical qui est la dissolution. Il se dit, ce type-là est incontrôlable, imprévisible, et il nous met dans un horizon qui est de tempête. Et donc, du coup, on rentre dans cette dynamique où il faut surtout pas la gauche, faire un barrage. Hein. Voilà. Et donc, ça a été pour moi la première alerte. Je me suis dit que nous étions sans doute dans ce mouvement de bascule historique où la jonction entre l'extrême droite et les milieux d'affaires commençait à s'effectuer. Donc, du coup, je me suis dit qu'il fallait aller y voir de plus près et enquêter. Et la seconde alerte est venue quelques mois plus tard, ça a été l'élection de Trump, ça a été la confirmation de l'émergence d'un nouveau capitalisme libertarien. J'essaierai de préciser ce que j'entends tout à l'heure par ce thème de libertarien, un capitalisme beaucoup plus radical que le capitalisme néolibéral que l'on connaît depuis le milieu des années 80. Et quand j'ai vu la fascination que ce capitalisme très radical exerçait sur certains grands patrons français, ça m'a confirmé dans l'idée qu'il fallait aller y voir de plus près. Alors, je vais essayer devant vous, assez peu de temps, d'essayer de tirer ces deux fils, les connexions entre les grands patrons français et l'extrême droite française, et les connexions entre certains grands patrons français, ceux qui sont à la tête des groupes les plus internationalisés, notamment ceux qui ont des filiales aux États-Unis, la fascination qu'ils ont à l'égard de leurs homologues, hommes d'affaires américains, dont beaucoup sont d'extrême droite. Alors peut-être pour rentrer dans le vif du sujet sur cette première thématique, les liens entre les grands patrons français et l'extrême droite, on peut peut-être faire une typologie des grands patrons. Il y a d'abord les grands patrons qui s'affichent clairement d'extrême droite, ce qui est quand même une nouveauté, hein, parce que même le plus engagé d'entre eux, Vincent Bolloré, continue à dire il y a encore un an devant des commissions d'enquête parlementaire, je ne suis pas l'extrême droite, je suis démocrate chrétien, je n'ai pas changé, voilà. Alors je pense qu'il faut être lucide. Nous avons manqué collectivement de lucidité sur ce qui était à l'œuvre au sein du patronat français. Et si je dis ça, c'est que si on fait une typologie, donc quel patron d'extrême droite et Bolloré, il y a eu des alertes depuis longtemps auxquelles on n'a pas fait garde. Prenons l'exemple de CNews, qui est le cœur de sa machine médiatique. Derrière, il y a les roulements de tambour d'Europe 1, du Journal du Dimanche, donc une galaxie considérable. Mais tout de même, il faut avoir à l'esprit que quand Vincent Bolloré prend le contrôle de Vivendi en 2014 et donc ensuite devient le vrai patron de ces deux filiales médias que sont Canal et iTélé, qui va vite transformer en CNews, qui nomme-t-il comme patron de la rédaction de CNews? Moi, à l'époque, je l'écris, mais il y a très peu de gens qui le reprennent. Il nomme comme directeur de la rédaction un jeune homme qui s'appelle Guillaume Zeller. Donc, pour certains qui ont la mémoire longue, Zeller, ça rappelle des souvenirs insupportables. Donc, Guillaume Zeller est donc le petit-fils d'André Zeller, le général putschiste de la guerre d'Algérie, l'un des 4 généraux félons. Alors vous me direz, le petit-fils n'est pas forcément responsable de ce qu'a fait le grand-père, sauf que le petit-fils précisément revendique le passé du grand-père et lui-même écrit des billets de blog sur le blog Boulevard Voltaire de Robert Ménard, écrit notamment un billet de blog en réhabilitation de Paul Ossarès, le général qui a promu la torture en Algérie. Donc, Vincent Bolloré a tombé le masque depuis longtemps. Et ce qui est stupéfiant, c'est qu'il a l'appui, je pourrais le documenter si vous voulez, il a l'appui de 2014-2015 de la présidence de la République de l'époque, en clair de François Hollande. Voilà. Comme il aura ensuite l'appui d'Emmanuel Macron. Et ce qui est très important à observer dans le cas de Vincent Bolloré, c'est qu'on a vécu pendant 20 ans
des opérations de prédation sur la presse conduites par des milliardaires qui ont racheté quasiment toute la presse, et notamment la presse indépendante. Moi, c'était mon histoire. J'ai été 13 ans au journal Le Monde et si j'ai quitté Le Monde, c'est à cause de cette opération de prédation. Mais ce que fait Bolloré, c'est une étape de plus, beaucoup plus dangereuse, en ce sens que il y avait eu des pressions faites par les milliardaires achetant la presse. Là, c'est la première fois depuis les années 30 qu'un milliardaire contrôle des médias et les met au service de thématiques et de valeurs qui sont étrangères à la République et à la démocratie. Donc, la première idée que l'on peut avoir, c'est voilà, le seul précédent connu, c'est le parfumeur fasciste François Coty, qui en 1922 rachète Le Figaro. Quelque temps après, il crée une ligue, Solidarité française, qui sera l'une des ligues qui manifeste le 6 février 1934 pour renverser la République. Sauf que c'est le seul précédent connu. Sauf que ce que fait Vincent Bolloré est beaucoup plus grave que ce que fait François Coty. Parce que François Coty, comme force de médias, c'est Le Figaro, tout seul. Là, Vincent Bolloré, il faut bien avoir à l'esprit que c'est, encore une fois, la puissance publique a été inerte, parce que les critères anti-concentration qui avaient été élaborés à la Libération et renforcés lors du premier septennat de François Mitterrand, personne n'y pense, mais observez le mastodonte que constitue le groupe Bolloré. C'est donc une force de frappe médiatique considérable autour de CNews, d'Europe 1, du Journal du Dimanche, mais c'est aussi Vivendi, la communication, mais c'est aussi Havas, la publicité, mais c'est aussi le CSA, Institut de sondage, et c'est aussi, c'est Hachette, le géant mondial de l'édition. Il est donc, pour l'instant, il n'a mis au pas qu'une seule maison d'édition, qui est Fayard, qui est devenue la maison d'édition fasciste, où toute l'extrême droite vient se faire éditer. Mais attendons, Bolloré est un obstiné, ça m'étonnerait qu'il n'en reste qu'à la normalisation de Fayard. Mais au-delà de cela, et ceci évidemment vous intéresse au premier chef, c'est aussi 50% de l'édition scolaire que contrôle Hachette. Et il faut bien avoir à l'esprit que c'est évidemment un danger, même si la définition des programmes ne relève pas des éditeurs, mais c'est quand même un considérable danger qu'un homme de ce type-là ait ce contrôle sur, en fait, tous les domaines de l'information et de l'opinion. Voilà, donc il y a lui. Il y en a un autre d'extrême droite qui a conquis plus récemment une notoriété, qui est Pierre-Édouard Stérin, qui est une sorte de jeune fasciste financier, sorte 2.0, si je peux dire. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié de couper mon téléphone. Voilà. Drôle de personnage, parce que c'est un financier qui fait des culbutes, donc il a fait sa fortune avec les Smartbox, qui sont un petit peu connus. Il était le propriétaire, il avait acheté La Fourchette, qui est un site de réservation de restaurants, et puis il l'a revendu, il fait des galipettes financières, et son immense fortune, il s'en sert, à financer les startups de la tech parisienne, et aussi, il la met au service de ses propres combats personnels, et notamment, vous savez qu'il a mis au point un plan baptisé le plan Périclès, qu'il a doté de ça de 150 millions d'euros. Ce plan a été révélé il y a 1 an par l'Humanité, et ce plan et cet argent a pour ambition d'aider à la victoire de l'extrême droite, éventuellement en alliance avec les éléments les plus radicaux du parti Les Républicains, donc la tendance Ciotti notamment. Voilà. Il y a un groupe qu'on oublie souvent dans cette typologie des groupes d'extrême droite, c'est le groupe Dassault. Et je trouve très important de rappeler que si le groupe a eu un fondateur qui était quelqu'un d'honorable, Marcel Bloch, qui sera l'un des très rares patrons qui soutient le Front populaire et qui ira en camp de concentration. Voilà, sa descendance aura un comportement beaucoup moins honorable, notamment Serge Dassault, qui entretient très vite des relations de proximité et d'amitié avec Jean-Marie Le Pen. Et puis Serge Dassault, il y aura des incidents nombreux. On découvrira un jour que
Il a mis sur sa liste au municipal 4 membres du Front National. Il fait une fois une fête où il invite tout le Gotha du monde des affaires et Jean-Marie Le Pen arrive et tous les grands patrons découvrent la proximité entre les deux. Et donc, bref, là, si vous prenez la situation actuelle du groupe d'assaut, il y a une chose très révélatrice, c'est que alors, le grand public ne connaît plus le patron, l'homme fort du groupe d'assaut, le président de la holding de tête, il s'appelle Éric Trappier. Comme la famille est divisée, ils se sont mis d'accord sur quelqu'un qui préside les destinées du groupe. Éric Trappier présente la singularité d'être par ailleurs le président de la Fédération de la métallurgie du MEDEF, qui traditionnellement est une fédération très très puissante. Hein. Et c'est lui, au sein du MEDEF, qui mène la bataille à partir de 2022 pour que le MEDEF cesse de faire jouer le barrage républicain. Il fait ça de son côté et dans le même temps, le patron de sa filiale média, donc le Figaro, va mener la bataille en 2024 pour ce qu'ils appellent l'union des droites. Hein, l'union des droites, c'est en clair l'alliance entre Ciotti et Jordan Bardella. Hein. Le patron des rédactions du Figaro, Alexis Brézé, il faut avoir ça à l'esprit, et lui-même d'extrême droite, il vient de Valeurs Actuelles et il a notamment écrit secrètement, c'est l'une de mes consoeurs du Monde, Ariane Chemin, qui il y a quelque temps l'avait révélé, il a été l'auteur secret du livre de Jean-Marie, ça y est, son nom m'échappe, l'ancien maire Front National de Toulon. Son nom va me revenir, je vous le dirai tout à l'heure. Voilà. Alors, ça, c'est le premier groupe des patrons d'extrême droite, très clairement. Il y a un autre groupe de patrons qui sont en soutien, mais qui ne s'affichent pas comme tels, mais qui sont très sympathisants. Il faut bien se souvenir qu'il y a 4-5 ans, les grands patrons ne s'affichaient pas à l'extrême droite, même si certains étaient ultra réactionnaires. Il y avait, d'une part, ils savaient que ça ne se faisait pas, c'était à cause du passé, à cause de Vichy. Voilà. Il y avait par ailleurs une sorte de racisme social qui jouait hein, pour les grands patrons français. Les dirigeants du RN, c'était des ploucs. C'était pas le même monde, hein, si je peux dire ça. Voilà, et l'affichage à l'extrême droite de Bolloré et d'autres montre bien que les choses changent. Excusez-moi, voilà, merci, Jean-Marie Le Chevalier, c'était ça le nom que je cherche, le maire FN de Toulon. Voilà. Donc, certaines personnes ne s'affichent. Donc, Vincent Bolloré casse un tabou en s'affichant à l'extrême droite. Hein. Donc, il y a des grands patrons qui ne font pas le même chemin que lui, mais qui sont en soutien. Le plus manifeste de ce cheminement-là, c'est le plus puissant de tous les grands patrons français, c'est Bernard Arnault, qui est un ami de Vincent Bolloré, qui s'amuse de ce qu'il fait et il donne beaucoup de signes de sa proximité avec Vincent Bolloré, notamment quand Vincent Bolloré fait son coup de force sur le journal du dimanche, chasse toute la rédaction dans les conditions de violence dont vous vous souvenez peut-être, Bernard Arnault est le seul qui manifeste son soutien publiquement à l'époque et notamment qui maintient la publicité de son groupe LVMH au profit du journal du dimanche. Mais il y a d'autres signes des connexions de Bernard Arnault avec l'extrême droite sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Et puis, au-delà de ces deux types de patrons, de ces deux types de comportements, le plus spectaculaire, me semble-t-il, ce que montre, à mon sens, l'enquête que j'ai réalisée, c'est qu'en fait, on est rentré dans un monde poreux. Ce ne sont pas que quelques connexions entre les grands patrons français et l'extrême droite, ces gens-là vivent maintenant dans le même monde. Et de cette consanguinité, il y a des preuves innombrables. J'ai cité tout à l'heure Pierre-Édouard Stérin, donc connu par tout le monde comme étant d'extrême droite. Quand il fait une opération qui nécessite beaucoup de financement, il peut faire appel à Euraseo, qui est le plus grand fonds d'investissement français,
créée à l'origine par la Banque Lazare, donc la banque d'affaires la plus chic du capitalisme parisien, en d'autres temps, ça aurait été inconcevable. Maintenant, c'est devenu concevable. Et dans ces opérations, il peut travailler en commun ou côte à côte avec la Banque publique d'investissement. Vous savez, la fameuse banque dont Hollande nous avait promis que ce serait une banque rooseveltienne, enfin bon, qui est maintenant dans des combines spéculatives, y compris avec des gens d'extrême droite. Je donne d'autres indications de ce système de porosité. Il y a une dame qui est assez connue dans les milieux du capitalisme parisien qui s'appelle Sophie de Menton. Elle préside un petit mouvement patronal qui s'appelle Éthique, qui a été créé à l'origine par Yvan Gattaz, un ancien président du MEDEF. Et cette dame s'est fait une spécialité depuis 2 ans, c'est d'essayer d'amener des grands patrons vers Marine Le Pen. J'avais employé le terme, j'étais invité à un débat à la Fête de l'Humanité, j'avais employé le terme d'entremetteuse, et elle a envoyé un droit de réponse à l'Humanité contestant tout ce que je disais, sauf le terme d'entremetteuse, où elle a dit ça, j'assume. Donc voilà, elle amène des grands patrons vers Marine Le Pen, mais pour le faire, elle a besoin d'avoir une attitude ou avoir des sortes de gages de respectabilité. Et comment obtient-elle des gages de responsabilité? Eh bien, elle tient des colloques dans un cercle très chic du capitalisme parisien qui s'appelle le Cercle de l'Union Interalliée, qui se place de la Concorde, où défilent pour faire des exposés les personnalités les plus connues du monde des affaires. Et donc, alors qu'elle est donc clairement à l'extrême droite. Son bras droit, jusqu'à sa mort il y a 4 mois, c'était Loïc Le Floch-Préjean, le PDG sulfureux, vous vous souvenez de l'affaire Elf, et qui en 2022 était passé notoirement à l'extrême droite, puisqu'il était devenu le conseiller d'Éric Zemmour, le grand théoricien de la théorie raciste et xénophobe du grand remplacement. Et ça n'a pas dissuadé certaines personnalités très connues du monde des affaires de venir devant elle, faire des exposés, comme François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, comme Patrick Pouyanné, le PDG Total Énergie. Voilà, donc l'entre-soi du monde des affaires s'est élargi aux dirigeants de l'extrême droite. Alors, ça, c'est le premier fil que j'ai tiré, que j'ai essayé de documenter. Le second fil, c'est ce sont les connexions que les grands patrons français entretiennent avec leurs homologues d'extrême droite américains. Alors là, petit temps d'arrêt, parce que je pense que là aussi, on a beaucoup manqué de vigilance et on n'a pas, notamment les économistes n'ont pas forcément fait leur travail, les journalistes aussi, peut-être pas très bien, et on n'a pas mesuré que le capitalisme néolibéral a commencé à connaître une crise grave avec la crise financière des années 2008-2010. En clair, on n'a pas pris vraiment la mesure du fait que dans certains cénacles financiers, on a considéré à partir de cette époque que la rentabilité du capital devenait insuffisante et qu'il fallait chercher des voies et des moyens pour améliorer cette rentabilité du capital. Et comment? D'une manière assez simple. C'est la régulation du capitalisme bride la possibilité de faire des profits massifs. Il faut donc casser tout système de régulation. En clair, dans certains milieux patronaux, notamment américains, notamment dans les milieux californiens, puisque c'est devenu, avec les oligopoles numériques, le cœur de ce capitalisme, toute une réflexion s'est engagée sur le thème mais pourquoi va-t-on m'embêter à m'interdire d'user de la fracturation hydraulique au motif que c'est très dangereux pour l'environnement si je peux aller piocher sous le sol du gaz de schiste? Pourquoi est-ce qu'on m'objecte la souveraineté majeure des États, qui est la souveraineté monétaire, si avec les crypto-monnaies, je peux gagner plein d'argent? Donc voilà, il y a toute une idéologie qui a émergé de tentatives de grands patrons
de sortir des systèmes actuels de régulation pourtant très mis à mal par le néolibéralisme. Et dans l'entourage de Trump, il y a deux hommes d'affaires qui sont très révélateurs de ces évolutions. Évidemment, il y a Elon Musk, mais peut-être plus intéressant encore, il y a l'ami d'Elon Musk qui est Peter Thiel. Peter Thiel, vous savez, c'est le fondateur de PayPal, le moyen de paiement électronique. Et Peter Thiel est un peu le théoricien de la bande. C'est lui, il y a 20 ans, c'est pour ça que je disais qu'on a manqué de vigilance, il y a 20 ans, Peter Thiel écrit des textes sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure sous le nom de libertarianisme, une sorte de conception radicale de la liberté. Je m'explique. Pour nous, héritiers de l'époque des Lumières, des droits de l'homme, c'est quoi la liberté? C'est un principe fondateur, mais ce principe fondateur n'arroge pas le droit à ceux qui en profitent d'écraser, au motif de la liberté, les pieds des autres. Si vous prenez la liberté de la presse, l'article 1 de la grande loi progressiste de 1881 érige un principe fondateur qui est la liberté. Article 1, l'édition et la librairie sont libres, mais ensuite les articles suivants de la loi déterminent les sanctions en cas d'abus de cette liberté, en cas de diffamation, de racisme, d'antisémitisme. Donc il y a des règles. Bon, là c'est non, c'est plus de règles du tout. Et Peter Thiel écrit même il y a 20 ans dans un billet de blog, je le cite, je suis arrivé à la conviction que la liberté, donc la liberté au sens où lui l'entend, que la liberté est incompatible avec la démocratie. Donc il y a toute une partie de la réflexion de ces milieux qui ont commencé à rêver d'un capitalisme sans la démocratie. Ou on peut le qualifier autrement, une sorte d'anarcho-capitalisme. Soit dit en passant, ça ressemble assez furieusement aussi à un capitalisme mafieux ou un capitalisme de malfrats. Quand il n'y a plus de règles, tout est possible. Et si vous voyez les ennuis judiciaires de Milei, l'homme à la tronçonneuse là, en Argentine, les ennuis judiciaires qu'il a à cause du scandale des crypto-monnaies, vous comprenez bien à quel danger conduit cette dérégulation totale. Donc voilà, donc en fait, on sent qu'il y a, après le capitalisme des Trente Glorieuses, après le capitalisme néolibéral, un nouveau capitalisme qui commence à émerger, dont les symptômes sont le Brésil de Bolsonaro, dont l'Argentine de Milei est un autre symptôme, et dont l'Amérique de Trump est le symptôme le plus formidable. Or, si vous observez le comportement des grands patrons français, vous vous rendez compte qu'il y a une fascination de beaucoup d'entre eux pour ce mouvement. Et donc ce mouvement qui est un capitalisme sans la démocratie. Tout à l'heure, je citais Peter Thiel, mais il faut avoir l'esprit que Peter Thiel écrit beaucoup en étant très influencé il y a 20 ans par un blogueur californien qui s'appelle Curtis Yarvin. Curtis Yarvin écrit lui-même, et je donne dans mon livre toutes les références de ses textes. Curtis Yarvin dit même, il y a cette phrase, mais qu'est-ce qu'on reproche vraiment aux nazis? Et ce qui vous fait comprendre que le salut hitlérien, le salut nazi de Elon Musk n'est pas le geste fou d'un bouffon dangereux, c'est vraiment l'aboutissement d'un bouillonnement ultra-réactionnaire qui dure depuis plusieurs décennies en Californie. Voilà. Or, ce qui est très saisissant, c'est que certains grands patrons, là donc encore une fois une couche très particulière, les patrons des groupes les plus internationalisés sont tombés sous le charme. Donc vous avez bien vu, ils ont tous joué les coudes pour être présents à la cérémonie d'investiture. Donc Bernard Arnault qui lui connaît Trump depuis le début des années 80. Il pensait que les soviets ou que les chars russes allaient arriver. Et donc, il est parti à New York faire de la promotion immobilière. Et donc, a fait la connaissance de Trump à cette époque-là et est ami avec Trump depuis. Mais donc, ceux qui ont été fascinés sont faciles à identifier. C'est Bernard Arnault, c'est Rodolphe Saadé, le patron de CMA-CGM. Observez qu'ils sont tous par ailleurs patrons de presse. Donc, Rodolphe Saadé, c'est en plus d'être le patron du géant mondial du transport maritime, c'est aussi le patron
de BFM TV, de la Tribune. Il rêve de croquer maintenant le distributeur de cinéma Pathé. Oui, parenthèse, Bolloré, lui, il rêve de croquer UGC maintenant. Voilà. Et donc, encore une fois, ces signes de sympathie que l'on mesure au moment de l'investiture se prolongent après. Même après le salut nazi de Musk, ça ne choque personne. Personne ne prend ses distances à ce moment-là. Même après la hausse des tarifs douaniers de Trump, il continue. Et si vous prenez les déclarations les plus récentes de Bernard Arnault, il a dit, notamment après la hausse des tarifs douaniers, au lieu de s'indigner, il a pris un modèle, ce que Musk faisait dans la destruction des services publics aux États-Unis. Et Bernard Arnault a eu cette formule formidable. Il serait temps que l'on commence à, une sorte de néologiste, à slasher l'administration. Comment traduire slasher par sabrer l'administration? Donc c'était une allusion un peu qui faisait penser à la tronçonneuse de Milei, hein, coupée avec détermination. Voilà. Et c'est des signes de sympathie, j'en donne beaucoup. Hein. Il y a un petit exemple, mais il est très bavard, cet exemple. Vous savez que la presse parisienne, la presse quotidienne nationale, a un syndicat professionnel qui s'appelle l'APIG, Association de la presse d'information générale. Dedans, il y a Le Monde, Libération, Le Figaro, l'Humanité, Le Parisien, voilà, il y a tous les quotidiens nationaux. Et l'APIG, il y a un an, a voulu engager une procédure judiciaire contre X Twitter qui siphonnent leurs contenus éditoriaux sans les rémunérer. Donc, c'est du vol. Donc, le syndicat professionnel décide d'une action contre X Twitter. Et Bernard Arnault a piqué une grosse colère contre le patron de ses filiales médias, qui englobe Le Parisien et Les Échos, en disant, mais attends, on ne va pas, nous, engager une procédure contre X Twitter, qui est sous le contrôle d'Elon Musk. Donc, il a fait retirer ses journaux de la procédure judiciaire, malgré le vol de... Voilà. Et alors, ce qui est très, très révélateur des évolutions actuelles, c'est que le lien avec l'extrême droite n'est pas seulement un lien de fascination. De la même façon que le capitalisme néolibéral est arrivé comme une sorte de séisme en Europe continentale au milieu des années 80, notamment par le biais des privatisations qui ont permis aux grands fonds de pension anglo-saxons de rentrer dans le capital des firmes françaises, parfois dans des proportions colossales. De la même façon, on sent bien qu'il y a une vague qui est en train de se préparer et qui risque d'arriver en Europe continentale de capitalisme libertarien. Et sans grande surprise, les premiers signes de cette avancée du virus libertarien, c'est dans la tech française qu'on la sent. Hein. Beaucoup de patrons de start-up parisiennes étaient très pro-Macron dans les années 2017, au début de la présidence Macron. Et je donne beaucoup d'indications, de réunions de travail avec l'extrême droite, parce que les choses ont basculé et parce que aussi la figure de proue de la tech parisienne, c'est Pierre-Édouard Stérin, dont je parlais tout à l'heure, qui est le principal financeur de la tech française. Voilà, donc il y a beaucoup d'autres. Donc, à travers le portrait que je dessine, je ne veux pas être trop long, on sent bien le danger démocratique absolument considérable. La catastrophe démocratique qui menace et qui menace. Alors, ce qui est très frappant, c'est que dans tous les pays, ça ne se passe pas comme ça. On pourra tout à l'heure, si vous voulez en parler, l'Allemagne, le patronat allemand est très hostile à l'extrême droite. Je mets ça sous silence, ou de côté, on pourra y revenir, parce que c'est très bavard comme situation des deux pays. Hein. Voilà. Mais alors, il y a beaucoup d'autres occurrences dans ce récit, parce que la porosité est très généralisée. Dans le livre, je m'attarde sur les grands communicants des grands patrons qui viennent tous de l'extrême droite. Je donne beaucoup d'autres indications sur les avancées. Voilà. Je voudrais juste peut-être dire un mot en conclusion avant qu'on échange ensemble sur
quelle parade, que faire, hein, enfin, que faire, voilà, c'est une vieille question depuis 1905. Euh, euh, Vous avez, Madame la Présidente, tout à l'heure évoqué Joanne Chapoutot. Moi, j'ai été évidemment impressionné par son travail. Donc, pour ceux qui ont lu son livre, Les Irresponsables, hein, qui est paru il y a un peu moins d'un an chez Gallimard, maison d'édition qui s'était très mal conduite pendant l'occupation. Euh, euh, ce qu'il décrit est fascinant parce que il montre la similitude qu'il y a entre la situation de l'Allemagne décembre 1932, janvier 1933 et la situation française d'aujourd'hui. Donc il fait ce va-et-vient en permanence. Il dit, regardez, il y avait un milliardaire qui contrôlait toute la presse allemande et qui a essayé de faire campagne pour le parti nazi. Regardez, il emploie l'oxymore bien connu d'extrême centre. Regardez comment l'extrême centre se comporte. Donc l'extrême centre, c'est Hindenburg et von Papen. Ils font 2 dissolutions ratées. Et puis comme ça ne marche pas, finalement, ils en viennent à l'idée que s'ils appellent quelqu'un comme Hitler, qui est à l'époque en recul électoral, ils pourront continuer, dans le cas d'une coalition, de tirer les ficelles. Donc il montre de manière formidable, impressionnante, comment Hitler ne prend pas le pouvoir, mais comment on le lui a donné, ce qui est totalement différent. Et il montre donc la similitude avec la situation d'aujourd'hui. Moi, j'ai échangé avec Joanne Chapoutot et je lui ai fait une remarque en privé et je lui ai proposé d'avoir un débat public avec lui sur la petite critique que je formulais. Il n'a pas souhaité ce débat public. Alors, je le regrette parce que mon propos avec lui était fraternel et je pense qu'on peut discuter de choses, d'éventuels désaccords fraternellement. Ma remarque était la suivante, et je trouvais que si on fait des va-et-vient entre l'Allemagne début 1933 et la France d'aujourd'hui, il y a dans son analyse un angle mort dont il ne parle pas, qui est la situation de la gauche en Allemagne et la situation de la gauche de la France d'aujourd'hui. Si je dis ça, c'est que le mouvement ouvrier allemand de l'époque, le mouvement social, était une immense puissance. Composé de 2 partis essentiels, hein, le SPD, les socialistes allemands, et le Parti communiste, le KPD. Tous les deux ont des pages très sombres dans leur histoire. Hein. Le SPD, ses dirigeants ont du sang sur les mains, puisque c'est eux, 12 ans ou 13 ans avant, qui ont commandité l'assassinat de Karl Liebknecht et de Rosa Luxembourg. Et on peut comprendre que les communistes allemands aient ça à l'esprit. Et en même temps, le Parti communiste allemand est le plus stalinien de tous les partis de l'époque, et sur ordre de Staline depuis 1928, applique une politique qu'ils appellent pompeusement de classe contre classe et considèrent que l'ennemi le plus terrible, ce ne sont pas les nazis, ce sont d'abord ce qu'ils appellent les sociofascistes. Et le paradoxe de cette histoire, le paradoxe terrible, c'est que Hitler accède au pouvoir sans que la gauche ne bouge. Il ne se passe rien. La gauche la plus puissante en Europe laisse passer l'un des drames les plus formidables de notre histoire contemporaine. Hein. Et je trouve que c'est une leçon pour nous, parce qu'on sent dans la société française une vigilance démocratique. Quand il y a un appel à manifester contre l'extrême droite, les citoyens sont présents dans la rue. Il y a beaucoup de collectifs de jeunes, Stoppons Bolloré, sous des formes multiples. Il y a beaucoup d'initiatives. Je trouve qu'il y a beaucoup d'associations démocratiques dont vous êtes, mais qui sont très vigilantes, comme la Ligue des droits de l'homme. Mais les partis politiques, eux, nous font penser à la situation de l'Allemagne. Il y a des périodes d'union très très brèves et des périodes de désunion et de violence, de polémique. Et pardon, je vais vous dire, moi qui, dans ma jeunesse, je n'étais pas dans cette secte-là, mais j'écoute Besancenot dans une interview récente qui fait la leçon en disant, mais écoutez, moi je suis en désaccord avec
les socialistes pour ce qu'ils font là depuis un an, à accorder cette bouffée d'oxygène à ce pouvoir qui est minoritaire dans le pays. Mais les socialistes ne sont pas mes ennemis. Ne sont pas mes... Faisons en sorte de travailler ensemble. Faisons en sorte de faire front commun. Et donc voilà, moi je trouve que l'angle mort de Chapoutot est intéressant en ce sens qu'il doit nous amener à réfléchir qu'il faut que toutes les forces s'unissent contre ce danger. En fait, c'est un double danger. C'est le danger de l'extrême droite française et le danger d'un nouveau capitalisme très dangereux, compatible avec l'extrême droite. Et donc, ces deux dangers risquent bientôt de n'en faire qu'un seul. Donc, il faut à tout prix que toutes les forces s'unissent pour faire front face à ces deux ou uniques dangers.